J'invite Adeline Le Gouvelot à venir démarrer cette matinée, ce colloque, donc avec le thème de la désinstitution illustrée dans le domaine de l'enfance. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce colloque. Et donc, j'aborderai la crise actuelle du droit sous l'angle du domaine de l'enfance, qui est effectivement un domaine très intéressant d'analyse. Alors, la crise sanitaire actuelle, finalement, dont nous ne parvenons pas à sortir, a provoqué des confinements de différentes natures, des confinements des personnes, mais par là même de nos libertés, et finalement, n'y a-t-il pas même un certain confinement du droit? Il est certain qu'elle a soulevé de très nombreuses interrogations, parce que dans l'urgence, il a fallu restreindre nos libertés dans des domaines très variés. Et d'ailleurs, il y a eu de très très nombreux recours d'introduits devant le Conseil d'État à ce moment-là. Il y avait vraiment on pouvait dire que le Conseil d'État était complètement bouché en matière de référé liberté, vraiment saturé vers le mois d'avril 2020. Alors c'est vrai qu'on pouvait se dire que finalement il y avait un exercice difficile d'équilibre entre la conciliation de nos libertés et puis cette crise inédite à laquelle il fallait bien faire face et que finalement nous pouvions le comprendre et que c'était assez exceptionnel. Certes, mais en réalité, nous avons en réalité une situation qui préexiste et qui a peut-être permis d'ailleurs ces entorses majeures aux droits et aux libertés dans l'urgence, parce que cette crise sanitaire ne fait que manifester un mouvement qui est déjà à l'œuvre depuis longtemps, qui était au début peu perceptible, mais qui est croissant et qui finalement aujourd'hui est beaucoup plus visible qu'auparavant. Aujourd'hui, il ne semble plus qu'on fasse application de la loi strictement comme cela devrait être le cas. Alors la loi, c'est l'ensemble des règles qui régissent toutes les sociétés humaines. Elle peut être forgée de différentes manières suivant les systèmes. Chez nous, on a un système de droit civil. La loi est votée par le Parlement et la loi est définie comme étant l'expression de la volonté générale. Mais elle semble malmenée à l'heure actuelle, tant dans son adoption que dans son application, et notamment dans le domaine de l'enfance. Ce qui sous-tend la loi désormais suscite pas mal d'interrogations. Et nous allons voir pourquoi, nous allons décrire les entorses constatées à l'heure actuelle qui aujourd'hui suscitent nos interrogations, mais nous allons déjà partir de ce constat. Dans le domaine de l'enfance, qui offre un terrain d'analyse très intéressant sur ce que représente le droit et la loi aujourd'hui. Pour l'examiner, j'aborderai deux points. D'abord, la désinstitution du droit à l'égard de l'enfant à naître, puis de l'enfant né. Alors, désinstitution du droit en ce qui concerne l'enfant à naître. En la matière, l'enfant à naître, qui est évidemment très faible, comme tous les enfants, mais celui-là peut-être encore plus, le droit pouvait se confondre pour majeure partie avec les droits de l'enfant. Force est de constater que c'est de moins en moins le cas. La loi ne protège plus forcément le plus faible et l'enfant conçu mais qui n'est pas encore né semble tout de même assez malmené. Alors, on connaît l'exception normalement à l'origine prévue du droit au respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, qui était prévue par l'article 1 de la loi de 75 relative à l'IVG. Nous savons que l'IVG, normalement, par exemple, était une exception à un principe, mais aujourd'hui, les lois différentes ont tellement généralisé les exceptions à ce principe que le principe semble désormais vidé de toute substance. Et on se demande d'ailleurs pourquoi il subsiste, puisqu'en réalité, il est vidé de toute sa substance. Il en est de même, à titre d'exemple, sur la recherche sur l'embryon. Mais là, je voudrais m'attarder plus longuement sur le non-respect du droit et des droits de l'enfant en matière de filiation. Nous avons, premièrement, des filiations aujourd'hui qui sont mensongères car établies à l'issue de pratiques contraires à la loi française et que le droit a néanmoins admises, non pas sans difficulté puisqu'on a émis des objections, mais qu'il a néanmoins admises aujourd'hui.
En 2013, la loi du 17 mai 2013, qui a ouvert le mariage aux personnes de même sexe, a autorisé l'adoption. Il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel puisqu'il a été soulevé une certaine inconstitutionnalité du fait du risque d'entériner des fraudes à la loi lorsque l'adoption serait demandée après des pratiques prohibées par la loi française. C'est-à-dire que l'on va à l'étranger recourir à une gestation pour autrui ou à une PMA qui n'est pas prévue dans les règles légales françaises. Et puis on revient en France demander l'adoption ou bien d'entériner les filiations de cet enfant ainsi obtenu. Le Conseil constitutionnel avait décidé en 2013 qu'il n'y avait pas d'inconstitutionnalité parce qu'il appartiendra aux juridictions compétentes de priver des faits et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques. Donc cela venait quand même du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'il en a été dans la réalité ? Les juridictions n'ont pas du tout réprimé et prohibé de telles pratiques. Au contraire, les décisions les ont encouragées puisque la Cour de cassation a autorisé la transcription des actes de naissance des enfants ainsi nés et que par la suite, elle a même autorisé l'adoption des enfants ainsi nés. Donc ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel n'a en réalité pas été suivi et la fraude à la loi a été couverte assez facilement. On constate, deuxièmement, un détournement de l'adoption qui a été commis également après cette loi. La Cour de cassation avait été interrogée en disant mais si des PMA sont faites à l'étranger par deux femmes en fraude à la loi française, l'adoption n'est pas faite pour cela. À l'origine, l'adoption, c'est fait pour donner une famille à un enfant qui n'en a pas, non pas pour créer un enfant dépourvu d'une de ses branches paternelle, de sa branche paternelle. Et la Cour de cassation a néanmoins admis tout à fait dans un avis de septembre 2014, sans vraiment motiver, sans d'ailleurs du tout motiver, mais a indiqué qu'il était possible de recourir à l'adoption dans ces conditions, alors que ça ne correspond pas du tout à la définition de l'adoption. Aujourd'hui, nous voyons que les textes en cours d'adoption vont prévoir un élargissement de la procréation médicalement assistée en permettant la privation de père de l'enfant. Jusqu'à présent, et ça c'est mon troisième point, la limitation du recours à la PMA était inspirée par l'intérêt de l'enfant et le Comité national d'éthique l'avait vraiment rappelé à de très nombreuses reprises. C'est en partie au nom de cet intérêt que la loi en a réservé l'accès à des couples composés d'un homme et d'une femme remplissant certaines conditions d'âge et de statut. Or, aujourd'hui, on renverse complètement ce principe, ce qui du coup fragilise la loi. Comment peut-elle dire à un moment quelque chose de manière sûre et certaine en disant que ce sont des principes qu'il faut respecter et le lendemain complètement revenir sur les principes qu'elle avait elle-même établis? Elle se décrédibilise par là elle-même et perd de sa force auprès des citoyens qui se devraient de la considérer comme quelque chose vraiment de solide et de sûr. Et cela en quelques décennies. On ne parle pas d'une évolution sur des siècles. Donc aujourd'hui, nous avons un effacement du père qui se prépare et qui est constaté sans ambiguïté, évidemment, par la loi en cours. Évidemment, il y aura les mêmes conséquences en cas de GPA pour les hommes. Quatrièmement, toujours dans cette filiation, ces questions de filiation, nous avons actuellement l'impossibilité pour l'enfant de voir établie sa filiation biologique et de connaître ses origines dans le cadre de la procréation médicalement assistée avec insémination par tiers donneur. L'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant nous dit que tout enfant a le droit de connaître ses parents et d'être éduqué par eux. Or, la première loi de bioéthique en 1994, donc qui est postérieure à cette Convention internationale de 1989, a prévu qu'il pouvait y avoir un don de gamètes par tiers donneur dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Et ce don est gouverné par un principe d'anonymat qui ne peut nullement être remis en cause. L'identité du donneur ne peut pas être connue. Alors peut-être que cela va évoluer, mais en tous les cas, nous voyons que la loi en 1994 a directement contrevenu à la Convention internationale des droits de l'enfant qui lui était supérieure et qui lui était antérieure. Le don également est gouverné par l'impossibilité pour l'enfant de faire établir sa filiation biologique,
puisque l'article 311-19 du Code civil prévoit que, en cas de PMA avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation, et aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. Donc, nous voyons également là une contrariété directe à la Convention internationale du droit de l'enfant. Alors évidemment, pour échapper à cette entorse quand même gênante qu'on ne peut que constater, certains ont voulu changer le sens des mots de la Convention internationale des droits de l'enfant et dire par exemple que finalement le texte disant que l'enfant devait connaître dans la mesure du possible ses parents, dans la mesure du possible, c'était une expression qui revenait à dire que ce n'était pas obligatoire pour les États si les textes légaux étatiques l'ont rendu possible. Bon, en fait, c'est une expression de bon sens, parce que l'État ne peut pas garantir à tous la possibilité de connaître ses parents, d'être élevé par eux, puisque si les parents sont inconnus ou décédés, l'État, évidemment, ne va pas pouvoir le garantir. Donc, c'est une expression de bon sens qui ne correspond pas du tout à la possibilité pour les États d'écarter cette disposition qu'ils ont ratifiée. De même, certains ont voulu mettre en cause, par exemple, l'interprétation du terme « parent ». Finalement, les parents... ce sont les personnes qui auraient un projet parental sur des enfants. Or, cela ne tient pas non plus, parce que cet article 7.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant reporte directement à la question de la naissance. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents, d'être élevé par eux. Donc il n'y a aucune ambiguïté non plus sur cette question. Donc ce sont des tentatives malhabiles de montrer que finalement la loi serait en conformité avec une convention internationale qui en fait n'est pas respectée. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs des recours d'enfants nés de dons anonymes, actuellement pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et Juristes pour l'enfance a également attaqué devant les juridictions administratives la décision de l'Agence de biomédecine de faire une campagne d'information et de publicité, de recrutement pour le don d'ovocytes et de spermatozoïdes, donc anonyme. Et l'affaire est actuellement devant la Cour administrative d'appel. Donc nous voyons vraiment là un appauvrissement de la loi qui ne respecte pas certains textes, qui change au gré des envies des uns ou des autres. Et dans les mêmes sujets, nous constatons également une non-application de la loi existante. Par exemple, en matière de gestation pour autrui, nous avons le délit d'entremise qui interdit à toute personne de s'entremettre entre des parents voulant recourir à une GPA et une mère porteuse. Nous avons depuis des années des agences étrangères qui viennent sur le sol français, à quelques mètres de l'Assemblée nationale, vendre leurs services de prestation de GPA. Et il y a vraiment tous les éléments concrets qui permettraient de poursuivre et de faire appliquer ce délit. Néanmoins, les plaintes ont été classées sans suite. Des associations se sont constituées partie civile et n'ont pu parvenir jusqu'au bout, puisque pour écarter toute difficulté, elles ont été jugées irrecevables. Très récemment encore, on a un exemple du salon Désir d'enfant qui s'est tenu les 5 et 6 septembre à Paris, qui était organisé à l'espace Champéret. Alors ce salon était dédié à la parentalité et offrait, voilà, c'est comme le salon de l'auto, sauf que c'était pour l'enfant avec des tas de prestataires différents qui présentaient leurs services. Le préfet de Paris n'a pas souhaité interdire cette manifestation, ce salon. Donc il y a eu par diverses associations des référés suspension ou des référés liberté qui ont été rejetés quasiment sans motivation, en considérant juste que non, cela ne porte pas atteinte à des libertés ou il n'y a pas d'illégalité dans la décision de ne pas interdire cet événement. Et il y a quand même eu un pourvoi devant le Conseil d'État qui a été fait, mais le Conseil d'État n'a pas répondu dans les temps et a répondu fin octobre 2020, donc presque 2 mois après l'événement, en disant que comme l'événement était déjà passé, le pourvoi était devenu sans objet. Voilà, évidemment, c'est plus simple.
Alors voilà ce qu'on pouvait constater dans la désinstitution du droit. Il y aurait plein d'autres exemples, mais en voici quelques-uns en ce qui concerne l'enfant à naître. Maintenant, en ce qui concerne l'enfant né, alors je n'évoquerai pas ce qui concerne l'enfant en danger ou l'autorité parentale, ce qui sera traité par ailleurs, mais je voulais revenir et souligner deux exemples récents et actuels d'ailleurs, celui de l'instruction donnée à l'enfant et celui du service national universel, qui, lui, relève d'un mécanisme vraiment emblématique en ce qui concerne la signification du droit à l'heure actuelle. Alors, d'abord, le non-respect du droit à l'éducation de l'enfant. Nous avons d'abord eu, il y a quelque temps, la loi Gatel qui a limité la création des écoles dites hors contrat, et nous avons actuellement une loi en discussion qui souhaite supprimer l'instruction en famille. Et là, cela interroge à pas mal de points de vue, puisque nous avons, là encore, la Convention internationale des droits de l'enfant qui nous dit, en son article 27, que c'est aux parents ou aux autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. La Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous dit que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui dit que les États s'engagent à respecter la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales. Nous avons aussi le protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme qui va dans le même sens. Donc toute une série de mesures qui prévoient vraiment que les parents sont les premiers éducateurs et les mieux à même de choisir ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Mais néanmoins, la loi souhaite encore restreindre cette liberté pourtant conventionnellement prévue. Et nous avons aussi dans ce projet de loi tout de même une contrariété à des principes de valeur constitutionnelle, puisqu'en 1977, le Conseil constitutionnel avait établi que le principe de liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et le Conseil d'État a lui aussi reconnu et appliqué cette liberté en soulignant le droit pour le parent de choisir pour leurs enfants des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public. Donc là aussi, on voit tout de même une contrariété directe à des textes qui sont supérieurs, qui ont une valeur forte, mais néanmoins, on les balaye pour établir quelque chose qui semble à certains meilleur. Voilà ce qui concerne l'instruction de l'enfant. Et enfin, j'aborde rapidement cette question du service national universel qui recoupe aussi en fait la question de l'éducation et de l'instruction, puisque ce service national universel n'a rien du service national tel qu'on l'entend, mais est fait dans une perspective éducative et relève d'ailleurs du ministère de l'Éducation. Donc aujourd'hui, nous avons un parcours éducatif envisagé sous la dénomination du SNU, qui se heurte à des problématiques juridiques conséquentes, parce qu'il a été mis à l'heure actuelle en action à titre expérimental et sur la base du volontariat, mais sans aucun fondement légal et même sans aucun fondement réglementaire à la base. En fait, nous avons un dispositif qui a été mis en place avec des jeunes qui sont venus, des fonds publics qui ont été utilisés, sans qu'il n'y ait une ligne d'un texte nous disant ce que c'était que ce SNU, le décrivant, le définissant, nous expliquant quels étaient les tenants et les aboutissants, et ce qu'il en était, quel était le statut des gens qui allaient encadrer, quel était le statut des gens qui allaient participer. Alors évidemment, nous sommes sur la base du volontariat, mais quand même, c'est assez curieux. Et l'administration a fait application de tout cela sans aucune base légale. Ce qui nous gêne également, c'est que ce SNU, il a été adopté par la loi. En réalité, ce terme SNU, il existe déjà dans la loi depuis 1997. Et en fait, il correspond déjà à un dispositif qui est militaire et qui est étranger complètement au parcours éducatif envisagé. En fait, le service national universel, il est défini à l'article L111.1 et suivant du Code du service national. En fait, il a été institué quand le service militaire a été supprimé. On a remplacé par cette appellation du service national universel et il consiste, c'est défini ainsi, les citoyens concourent à la défense et à la cohésion de la nation,
Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel. Et le service national universel comprend des obligations, le recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux. Il comporte aussi un service civique et d'autres formes de volontariat. Et il a pour but, la loi nous le dit bien, d'assurer la défense de la nation. Et aujourd'hui, nous avons donc un autre SNU qui a été mis en application, qui n'a rien à voir avec celui-là, c'est tout autre chose. Mais cela n'a pas gêné finalement l'administration et l'exécutif de prendre une terminologie déjà utilisée et définie par la loi pour l'appliquer à autre chose qui ferait croire d'ailleurs que ça pourrait être un peu la même chose, mais qui en fait ne l'est pas. En plus, ce SNU pose quand même toutes sortes de questions, puisque à terme, ce ne sera plus basé sur le volontariat. Il y aura quand même une contrainte de mineurs en milieu fermé qui devront se soumettre obligatoirement, sous peine de sanction, à un enfermement dans un but non choisi par les parents. Et c'est une forme de suggestion qui n'est prévue que dans un intérêt également de défense nationale. C'est prévu par la Constitution, donc il faudrait changer la Constitution. Et puis ça porte quand même très clairement atteinte aux droits des parents, puisqu'on a déjà vu les dispositions des conventions internationales qui assurent la primauté des parents dans les choix éducatifs. Là, les parents n'auront pas le choix, bien évidemment. Donc cela suscite également des interrogations. Alors, nous avons eu un recours fait par Juristes pour l'enfance lorsque l'un des premiers textes réglementaires a paru sur le sujet du SNU. Il est tout à fait sibyllin, il donne juste délégation à la direction de la jeunesse pour mettre en place, pour l'habiliter à mettre en œuvre le service national universel. Et donc, le JPE a fait un recours pour excès de pouvoir. Et là, à l'audience, le rapporteur public ne s'est pas prononcé sur le fond, mais a d'abord dit que l'association était irrecevable au motif que son objet social concernait l'intérêt des enfants et la protection, la protection des enfants, et que les jeunes, c'était un service national universel qui s'adresse aux jeunes, et que donc l'objet social ne concerne pas les jeunes. Alors, nous sommes restés très ennuyés par cet argument, puisque en droit, nous ne connaissons pas vraiment de distinction hormis celle des mineurs majeurs, et nous ne savions pas qu'il y avait une distinction entre les enfants et les jeunes. Alors, le Conseil d'État n'a tout de même pas osé suivre cet argument, mais il a dit que finalement, il ne s'est pas prononcé sur le fond, mais il a dit que l'objet social était vague et finalement éloigné de cette habilitation. Et donc, il a jugé l'association irrecevable et n'a ainsi pas eu à se prononcer sur le fond. Voilà ce que nous pouvions un peu dire sur ces désinstitutions progressives, mais toujours plus manifestes et toujours un peu plus stupéfiantes dans le domaine de l'enfance. Ce que j'estime, de mon point de vue, c'est que finalement, nous sommes passés d'une loi qui exprimait la volonté dominante, finalement, du positivisme, à un post-positiviste ou post-moderniste, c'est-à-dire que pendant un temps, tout le monde s'est accordé tout de même à respecter des règles, et que là, finalement, comme la loi est adoptée par une certaine majorité, pourquoi cela serait mieux que ce que moi je pense, toutes les opinions se valant, pourquoi suivre quelque chose qui irait à l'encontre de mon opinion à moi? Il y a un certain relativisme. Alors, c'est vrai que finalement, la loi, peu à peu, a perdu de sa force et que toutes les opinions se valent et que ça fait perdre de la crédibilité et du respect des normes en vigueur. Alors peut-être qu'il faudrait repenser la finalité du droit. La forme reste la loi, mais son objectif ne pourrait-il pas être différent? Est-ce que sa finalité ne pourrait pas être justement la justice, le droit et le juste? Mais encore faudrait-il retrouver le sens de la justice. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention.